Daniel a laissé tomber les papiers de divorce directement sur la couverture de ma fille nouveau-née. Signe ça tout de suite. Je l'ai regardé depuis le fauteuil inclinable de notre salon, portant toujours des sous-vêtements hospitaliers en résille sous mon pantalon de survêtement parce que j'avais donné naissance à des jumelles moins de 72 heures plus tôt. Un bébé dormait contre ma poitrine. L'autre pleurait doucement dans le berceau à côté de moi. Et mon mari, l'homme qui avait pleuré en entendant leur battement de cœur pour la première fois, se tenait près de la cheminée, ajustant les poignets de son coûteux costume gris comme s'il était en retard pour une réunion d'affaires au lieu de détruire sa famille. Daniel, ma voix s'est immédiatement brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Il ne voulait même pas me regarder. J'ai déjà signé ma moitié. Dehors, la pluie tapait doucement contre les fenêtres de notre maison de banlieue à Dallas. Tout sentait légèrement le talc pour bébé et le désinfectant d'hôpital. Le genre d'odeur qui aurait dû signifier de nouveaux commencements. Au lieu de cela, ça sentait la fin de ma vie. Ma belle-mère, Barbara, se tenait dans l'embrasure de la cuisine, serrant fermement son sac à main sous un bras. Ne pleurant pas, pas choquée. Agacée. Eh bien, a-t-elle soupiré de manière dramatique. Nous avons tous eu des jours difficiles, Sarah. Pleurer ne changera pas la réalité. La réalité ? J'ai baissé les yeux vers les papiers de divorce qui tremblaient dans mes mains. Daniel Bennett demandant la dissolution immédiate du mariage. Sans contestation. La séparation des biens principaux déjà arrangés. Je pouvais à peine traiter les mots à cause de l'épuisement qui martelait derrière mes yeux. 3 jours plus tôt, j'avais failli mourir en accouchant. 36 heures de travail. Chirurgie d'urgence. 2 bébés prématurés. Et maintenant ça. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Daniel m'a enfin regardé, froid, calme, détaché. L'expression m'a fait plus mal que des cris n'auraient pu le faire. Tu n'as pas été heureuse depuis longtemps, a-t-il dit platement. J'ai failli rire d'incrédulité. Heureuse ? Je me remettais de la grossesse de ses enfants tout en survivant à des chevilles enflées, des nausées chroniques, des nuits blanches et des complications terrifiantes dont les médecins m'avaient prévenu qu'elles pourraient me tuer. Bien sûr, je ne rayonnais pas comme une femme de magazine. Mais avant que je puisse répondre, Barbara a croisé les bras. Mon fils mérite la paix, a-t-elle claqué. Et franchement, cette maison n'a pas eu de paix depuis des mois. Le bébé dans le berceau a commencé à pleurer plus fort. J'ai instinctivement tendu la main vers elle, grimaçant à cause de la douleur aiguë dans mon abdomen. Daniel n'a pas bougé pour aider. Pas une seule fois. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est vraiment brisé. Pas quand j'ai vu les papiers. Pas quand Barbara m'a insulté. Quand le père de mes enfants a ignoré le son de sa propre fille qui pleurait, un téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Daniel a immédiatement jeté un coup d'œil et pour la première fois de la matinée, il a souri. Pas un grand sourire, juste doux, chaleureux, intime. Le genre de sourire que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Mon estomac s'est tordu. C'est elle, ai-je demandé doucement. Barbara a marmonné sous son souffle. Oh, pour l'amour du ciel. Daniel a glissé le téléphone dans sa poche. Ce n'est plus ton affaire. Mais je savais déjà. Vanessa, 31 ans, influenceuse immobilière, cheveux blonds coûteux, dents blanches, vie parfaite sur Instagram. Daniel avait commencé à travailler tard à peu près au même moment où elle avait commencé à commenter ses publications sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai ignoré le sentiment dans mon ventre. Puis je suis tombée enceinte et soudain mon mari a commencé à dormir plus loin de moi dans le lit, à répondre aux messages à l'extérieur, à tout critiquer. La façon dont je m'habillais, le poids que je prenais, le fait que je pleurais facilement, le fait que j'étais fatiguée. Tu as changé, m'avait-il dit une fois pendant mon 7e mois de grossesse. Je me souviens d'être restée assise dans le noir après qu'il se soit endormi, me demandant comment un homme pouvait en vouloir au sacrifice même qui lui donnait des enfants. Maintenant je savais parce qu'il était déjà parti émotionnellement bien avant qu'il ne parte physiquement. Daniel a vérifié sa montre. J'ai besoin qu'il soit signé. La pièce est devenue silencieuse à l'exception des bébés qui pleuraient doucement. Je l'ai regardé longtemps. L'homme que j'avais rencontré à 26 ans. L'homme qui m'avait apporté de la soupe quand j'avais la grippe. L'homme qui avait dansé avec moi pieds nus dans notre cuisine sur de vieilles chansons de Frank Sinatra.
disparu. Ou peut-être n'avait-il jamais été entièrement réel au départ. Mes mains tremblaient violemment en prenant le stylo. Sarah, a dit Barbara avec impatience, prolonger cela est embarrassant. Embarrassant, pas déchirant, pas cruel, embarrassant. J'ai signé doucement, une signature après l'autre, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur mon visage et sur les couvertures de ma fille. Daniel a pris les papiers immédiatement. Un soulagement a traversé son visage si rapidement qu'il a presque semblé triomphant. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il s'est penché, non pas vers moi, mais vers les bébés. Pendant une brève seconde, l'espoir a inondé ma poitrine. Peut-être allait-il les embrasser pour leur dire au revoir. Peut-être quelque part au fond de lui, leur père existait encore. Au lieu de cela, il les a simplement regardés comme des étrangers. Puis il a redressé sa veste et s'est dirigé vers la porte d'entrée. C'est tout, ai-je murmuré faiblement. Il a marqué une pause, mais il ne s'est jamais retourné. Je ferai ramasser le reste de mes affaires la semaine prochaine. La porte s'est refermée doucement derrière lui, et juste comme ça, mon mariage s'est terminé plus silencieusement que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Barbara est restée là maladroitement pendant plusieurs secondes. Puis elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu es encore jeune », a-t-elle marmonné. « Peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui veut vraiment ce genre de vie. » Je l'ai regardée avec incrédulité. Ce genre de vie, elle a fait un geste vague vers les bébés, vers moi, vers la maternité elle-même. Puis elle est partie aussi. La maison est devenue insupportablement silencieuse après cela. Je suis restée assise là pendant ce qui a semblé être des heures, tenant mes filles tandis que la lumière du soleil s'estompait lentement à travers les fenêtres du salon. Pas de cris dramatiques, pas de vaisselle cassée, juste le vide. Cette nuit-là, en nourrissant une jumelle vers minuit, j'ai allumé la télévision principalement pour échapper au silence. Et il était là, Daniel, debout à côté de Vanessa lors d'un gala de charité au centre-ville. Elle portait une robe de créateur argentée valant plus que notre paiement hypothécaire mensuel. L'intervieweur a ri en demandant comment ils s'étaient rencontrés. Vanessa a souri directement à la caméra. Parfois, a-t-elle dit gentiment, les gens rencontrent la personne avec qui ils étaient vraiment destinés à construire une vie. Daniel a souri à côté d'elle. Pas de culpabilité, pas d'hésitation. Puis Vanessa a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Certaines femmes ne sont tout simplement pas assez fortes pour rendre un homme prospère heureux. Le public a ri légèrement. J'ai éteint la télévision immédiatement. Pendant plusieurs secondes, je suis restée assise dans l'obscurité, tenant mes filles endormies contre ma poitrine. Puis lentement, j'ai regardé vers le placard du couloir. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton poussiéreuse que je n'avais pas touchée depuis la mort de mon père 2 ans plus tôt. Mon père avait passé 40 ans comme journaliste de télévision locale au Texas. Et avant de mourir, il m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ta voix compte plus que tu ne le penses, ma chérie. Toujours tremblante, j'ai porté les bébés vers le placard et j'ai tiré la boîte sur le sol. À l'intérieur se trouvaient de vieux carnets, des enregistrements sur cassette, des badges de presse et une note autocollante jaune attachée au classeur supérieur, de l'écriture de mon père. Quand la vie te brise le cœur, dis la vérité. J'ai regardé ces mots pendant très longtemps. Puis, pour la première fois depuis que Daniel avait franchi la porte, j'ai arrêté de pleurer. Les jumelles ont développé des horaires de sommeil opposés presque immédiatement. Si Ava dormait, Lily criait. Si Lily s'endormait enfin, Ava décidait que le monde s'effondrait. À la 3e semaine après le départ de Daniel, je ne me souvenais honnêtement pas de la dernière fois où j'avais dormi plus de 90 minutes consécutives. La maison de Dallas semblait trop grande maintenant, trop silencieuse dans certaines pièces, trop bruyante dans d'autres. Partout où je regardais, je voyais des preuves d'abandon. Le côté vide du placard de Daniel, la tasse de café manquante qu'il avait prise parce que c'était sa préférée, la tache en demi-cercle sur le sol du garage où sa BMW se garait tous les soirs. Certains matins, je me surprenais à écouter le bruit de sa clé dans la porte d'entrée avant de me rappeler qu'il appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. L'humiliation de cette prise de conscience n'est jamais devenue plus facile. Les factures ont commencé à arriver plus vite que je ne pouvais les traiter. Factures d'hôpital, factures pédiatriques, avis de service public, reçus de formules pour bébés. Un après-midi,
j'étais assise à la table de la cuisine avec les 2 bébés dormant à côté de moi pendant que je regardais le solde de mon compte courant et paniquais silencieusement. Daniel avait transféré exactement ce que l'accord de divorce exigeait. Rien de plus, pas de soutien supplémentaire, pas d'inquiétude, juste une obligation légale. Barbara a envoyé un message texte 2 semaines après son départ. Tu dois apprendre l'indépendance un jour. Je l'ai immédiatement supprimé, puis j'ai pleuré pendant 20 minutes d'affilée en pliant le linge de bébé. C'est devenu ma vie pendant un certain temps. Nourrir, bercer, pleurer doucement, répéter. Certaines nuits, j'étais tellement épuisé que je dormais assise avec un bébé contre chaque épaule parce que les poser risquait de les réveiller à nouveau. Mais lentement, de petits actes de survie ont commencé à s'accumuler. Madame Hernandez, d'à côté, a commencé à laisser des gratins sur mon porche tous les dimanches soirs. L'ancienne caissière de Walgreen a commencé à glisser des coupons de couches supplémentaires dans mes sacs. Une infirmière à la retraite de l'église s'est portée volontaire pour garder les jumelles pendant 2 heures tous les jeudis afin que je puisse me doucher et faire les courses seule. Les gens remarquaient quand les femmes se noyaient, surtout les femmes plus âgées. Elles reconnaissaient ce regard parce que beaucoup d'entre elles l'avaient porté un jour. Un après-midi pluvieux, tandis que les jumelles faisaient la sieste à côté de moi, j'ai rouvert la vieille boîte de journalisme de mon père. Au début, je voulais seulement l'organiser. Mais ensuite j'ai trouvé un enregistrement sur cassette étiqueté, première histoire que j'ai jamais aimée. Curieuse, je l'ai écoutée. La voix de mon père a instantanément rempli la pièce. Chaleureuse, stable, assez familière pour me serrer la gorge. Le vrai journalisme, disait-il dans l'enregistrement, ne concerne pas les personnes célèbres. Il s'agit de gens ordinaires qui tentent de survivre à un chagrin ordinaire. Je suis restée assise à écouter pendant que mes filles dormaient. Et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose d'autre que le chagrin a bougé en moi. Mémoire, but. Avant d'épouser Daniel, j'écrivais constamment. Petites histoires de communauté, interviews locales, chroniques d'intérêt humain pour la section freelance du Dallas Morning News. Puis la vie est arrivée. Mariage, horaire, grossesse, et quelque part en chemin, j'ai cessé de sonner comme moi-même. Cette nuit-là, après que les 2 jumelles se soient enfin endormies vers 2 heures du matin, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai recommencé à écrire. Au début, ça faisait mal. Tout faisait mal. Mon corps, ma fierté, mon cœur. Mais les mots sont quand même venus. J'ai écrit sur un veuf âgé qui passait tous les vendredis à jouer du piano dans une maison de retraite parce qu'il disait que la solitude semblait plus silencieuse avec de la musique dans la pièce. J'ai écrit sur une serveuse qui travaillait des doubles quarts pour payer l'insuline de son petit-fils. J'ai écrit sur des gens ordinaires qui survivaient à une douleur invisible et écrire sur leur résilience m'a en quelque sorte aidé à survivre à la mienne. Une semaine plus tard, j'ai envoyé une histoire par courriel à une minuscule station de radio locale. Je n'attendais rien. Au lieu de cela, 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant un changement de couche. Est-ce Sarah Bennett, a demandé un homme plus âgé. Oui. C'est Frank Dalton de KTX à Community Radio. Il s'est raclé la gorge maladroitement. Vous écrivez toujours? J'ai presque ri. Eh bien, a-t-il marmonné, votre article a fait pleurer ma secrétaire dans son sandwich au thon. C'est devenu la chose la plus proche d'une offre d'emploi que j'avais entendue depuis des mois. Frank avait 68 ans, portait des bretelles, des lunettes épaisses, et avait la voix épuisée d'un homme qui avait passé des décennies à lutter contre des budgets de nouvelles locales en réduction. Il se trouvait également qu'il connaissait mon père. Le meilleur reporter sur le terrain que le Texas ait jamais eu, m'a dit Frank lors de notre première rencontre. Un joueur de poker méchant, cependant. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai vraiment souri. La station ne pouvait pas payer beaucoup. De minuscules chèques de freelance, du travail d'édition tard le soir, des voix off le week-end, mais c'était quelque chose. Plus important encore, c'était à moi. Alors, tandis que mes filles dormaient à côté du bureau et des berceaux empruntés, je travaillais. J'éditais des clips audio d'une main tout en tenant des biberons de l'autre. J'interviewais des anciens combattants locaux pendant les horaires de sieste. J'enregistrais des segments radio à minuit, vêtus de pulls tachés de régurgitation. C'était désordonné, épuisant, magnifique. Pendant ce temps, la vie de Daniel semblait parfaite en ligne. Vacances parfaites, dîner parfait sur les toits,
photographie souriante parfaite à côté de Vanessa. Tous les quelques jours, une autre photo apparaissait. Béni nouveau début vivre authentiquement. J'ai fini par arrêter de regarder, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ça faisait trop mal. Puis un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Franck m'a confié une petite histoire sur un groupe d'anciens combattants âgés menacés d'expulsion d'un complexe de retraite près de Fort Worth. Rien de glamour, pas d'angle de célébrité, juste de vieux hommes effrayés qui essayaient de ne pas perdre le dernier endroit qu'ils appelaient encore leur foyer. J'ai passé 2 jours à les interviewer pendant que les jumelles restaient avec Madame Hernandez. Un veuf m'a montré des photographies de sa défunte épouse pliées soigneusement dans son portefeuille. Un autre a pleuré, décrivant comment il ne pouvait plus se permettre à la fois les médicaments et le loyer. Quand l'histoire a été diffusée, quelque chose a explosé. Les appels ont inondé la station. Les dons ont afflué. En 48 heures, les entreprises locales ont récolté suffisamment d'argent pour sauver temporairement le complexe de logement. Et soudain, les gens ont voulu savoir qui avait rapporté l'histoire. Franck est entré dans le studio en souriant 3 jours plus tard. Eh bien, a-t-il annoncé fièrement, on dirait que l'Amérique vous aime. Je l'ai regardé en clignant des yeux, somnolente. De quoi parlez-vous? Il a jeté un courriel imprimé sur mon bureau. Demande d'interview pour National Morning Today. Mon estomac s'est noué. Non. Oui. Non. Absolument pas. Franck a croisé les bras. Ton père me hanterait personnellement si je te laissais dire non. J'ai regardé le courriel tandis que la panique et l'excitation s'entrechoquaient dans ma poitrine. Moi? Télévision nationale. Je n'avais même pas encore complètement guéri de l'accouchement. Puis mon téléphone a vibré. Une notification d'alerte de nouvelles. J'ai failli l'ignorer. Presque. Mais la curiosité a gagné. Le titre de l'article m'a figé instantanément. L'influenceuse immobilière Vanessa Marlowe annonce ses fiançailles avec l'entrepreneur de Dallas Daniel Bennett. En dessous se trouvait une photographie brillante d'eux souriant devant un hôtel de luxe. Daniel avait l'air heureux, insouciant, comme si ses filles n'avaient jamais existé. J'ai dégluti difficilement et verrouillé l'écran de mon téléphone. Puis lentement, j'ai de nouveau baissé les yeux vers la demande d'interview. Et pour la première fois depuis la signature de ces papiers de divorce, j'ai réalisé que ma vie n'était peut-être pas terminée après tout. Le matin de l'interview, l'une des jumelles a vomi directement dans mes cheveux. Honnêtement, cela correspondait bien à ma vie dernièrement. Je me tenais dans la salle de bain de la petite chambre d'hôtel à Manhattan à 5h30 du matin, essayant de rincer la formule de mes boucles blondes tandis que les 2 bébés pleuraient depuis leur berceau portable près du lit. Vous êtes vraiment déterminés à me garder humble, les filles, ai-je marmoré somnolente. Dehors, par la fenêtre, New York brillait de gris et de pluie sous l'aube naissante. 20 minutes plus tard, Franck a frappé à la porte de l'hôtel, portant du café et assez d'énergie nerveuse pour nous deux. « Es-tu prête à devenir célèbre ?» a-t-il demandé. Je préférerais d'abord survivre au petit déjeuner. Il a ri si fort qu'il a failli renverser du café sur le tapis. Ce rire a aidé plus qu'il ne l'a probablement réalisé parce que sous mon expression calme, j'étais terrifié. Non pas par la télévision, mais par l'idée d'être vu. Vraiment vu. Pendant des mois, je m'étais caché en mode survie. Couches, factures, solitude, chagrin. Maintenant, soudain, des millions d'étrangers étaient sur le point d'entendre ma voix. Et quelque part à Dallas, Daniel pourrait l'entendre aussi. Cette pensée m'a plus dérangé que je ne voulais l'admettre. Au studio, les producteurs couraient partout, portant des casques, tandis que les maquilleurs poudraient mon visage sous des lumières aveuglantes. Une jeune assistante a souri chaleureusement aux jumelles. Oh mon Dieu, elles sont adorables. Merci, ai-je murmuré automatiquement. Je n'étais toujours pas habitué à entendre de la gentillesse sans suspicion. Quelques minutes avant l'antenne, l'animatrice, Linda Mercer, une femme aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, aimée par la moitié du pays, est venue personnellement. « Vous êtes Sarah ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête nerveusement. Elle a jeté un coup d'œil au bébé endormi à côté de moi. Puis elle m'a serré la main doucement. « Vous avez déjà survécu au plus dur, ma chère. » Et d'une certaine manière, ces simples mots m'ont apaisé. Quand les caméras ont finalement tourné, je m'attendais à ce que ma voix tremble. Au lieu de cela,
quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis souvenu de mon père. La façon dont il se penchait vers les personnes interviewées comme si leurs histoires comptaient vraiment. La façon dont il croyait que les gens ordinaires méritaient de la dignité. Alors j'ai arrêté de penser aux caméras et j'ai commencé à dire la vérité. Linda a introduit le segment en discutant de l'histoire du logement des anciens combattants qui était devenu viral dans tout le pays. Puis elle s'est tournée vers moi. Vous avez touché beaucoup de gens récemment, a-t-elle dit chaleureusement. Pourquoi pensez-vous que votre reportage résonne si profondément? J'ai jeté un bref coup d'œil à mes filles, dormant paisiblement dans leur couverture crème assortie. Puis j'ai répondu honnêtement. Parce que la plupart des gens portent une douleur que personne d'autre ne voit, ai-je dit doucement. Surtout les Américains âgés. La solitude, le chagrin, la peur financière. Ils méritent de se sentir entendus. Le studio est devenu silencieux, pas un silence gênant, un silence d'écoute. Linda a hoché la tête lentement. Vous parlez comme quelqu'un qui comprend la lutte personnellement. J'ai souri faiblement. Je pense que la vie humilie tout le monde un jour ou l'autre. De retour à Dallas, Daniel a failli laisser tomber sa tasse de café. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit plus tard. Un instant, il écoutait à moitié la télévision pendant que Vanessa critiquait les options de traiteur pour leur fête de fiançailles. L'instant d'après, il a entendu ma voix et s'est figé. Daniel a froncé les sourcils Vanessa depuis l'îlot de cuisine. Tu écoutes au moins. Mais il ne pouvait pas répondre parce que soudain j'étais là à la télévision nationale. Ne pleurant pas, non brisé, ne le suppliant pas de revenir. Forte, calme, belle d'une certaine manière. L'épuisement et la survie m'avaient en quelque sorte rendu plus profonde au lieu de plus faible. La caméra a brièvement montré les jumelles à côté de moi. Daniel a avoué plus tard que les voir l'avaient frappée plus fort que toute autre chose parce qu'elle semblait déjà plus âgée, différente, comme si le temps avait avancé sans lui. Pendant ce temps, au studio, Linda m'a souri pensivement. Vous êtes devenue mère récemment, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Des jumelles. Comment la maternité vous a-t-elle changé? Pendant une seconde, l'émotion s'est inattendument nouée dans ma poitrine. Parce que 6 mois plus tôt, j'aurais répondu à cette question différemment. À l'époque, la maternité semblait mêlée à l'abandon, à l'échec, à l'humiliation. Mais maintenant, j'ai regardé directement la caméra. Cela m'a appris que l'amour ne concerne pas la commodité, ai-je dit doucement. Le véritable amour reste quand les choses deviennent difficiles. Quelque part à Dallas, Daniel s'est assis lentement sur le bord de son canapé. Vanessa a finalement levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle l'a à peine entendu parce que soudain, il s'est souvenu de tout ce qu'il avait passé des mois à essayer de ne pas y penser. Sarah endormie contre son épaule lors des rendez-vous de grossesse. Sarah pleurant doucement de peur avant la césarienne d'urgence. Sarah lui demandant de tenir un des bébés pendant qu'elle prenait une douche parce qu'elle était trop épuisée pour se tenir debout et lui se retirant à chaque fois. De retour à New York, l'interview a continué. Linda a finalement souri au public. Eh bien, l'Amérique semble être tombée amoureuse de vous. J'ai ri maladroitement. C'est terrifiant. Le public a ri chaleureusement avec moi. Puis Linda a ajouté quelque chose qui a tout changé. Nos producteurs me disent que plusieurs grandes chaînes vous contactent déjà pour de futures opportunités de reportage. J'ai cligné des yeux. Quoi? Vous êtes en train de devenir l'une des journalistes d'intérêt humain à la croissance la plus rapide du pays. Le public a applaudi. Et pendant une seconde surréaliste, j'ai vraiment oublié comment respirer. Non pas à cause de la célébrité, mais parce que 6 mois plus tôt, j'étais assise seule dans l'obscurité, croyant que ma vie était finie. Maintenant, soudain, les gens voyaient de la valeur dans ma voix à nouveau. Lorsque le segment s'est terminé, les producteurs se sont pressés autour de moi tandis que des assistants me tendaient des cartes de visite et me félicitaient. Je me suis sentie dépassée, reconnaissante, terrifiée. Frank s'est essuyé les yeux de manière dramatique à côté du plateau. Ne te moque pas de moi, a-t-il prévenu. Je suis vieux et émotif. Je l'ai quand même serré dans mes bras. De retour à Dallas, Vanessa a brusquement mis la télévision en sourdine. Oh mon Dieu, a-t-elle claqué. Tu es toujours obsédé par elle. Daniel l'a finalement regardée. Pour la première fois depuis des mois, il l'a vraiment vue clairement.
Pas glamour, pas excitante, juste superficielle. Tu as dit qu'elle était instable, a poursuivi Vanessa sèchement. Qu'elle t'avait piégé avec ses bébés. Daniel a fixé silencieusement l'écran de télévision vide. Parce que soudain, il a réalisé quelque chose d'horrible. Sarah ne l'avait jamais humilié publiquement, ne l'avait jamais exposé, ne l'avait jamais supplié. Elle s'était simplement reconstruite tranquillement pendant qu'il passait 6 mois à faire semblant que l'égoïsme était la liberté. Vanessa a croisé les bras. Dit quelque chose. Mais Daniel ne pouvait pas parce que pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa famille, la honte a finalement brisé la fantaisie. Cette nuit-là, après que les jumelles se soient endormies dans la chambre d'hôtel à côté de moi, mon téléphone a sonné de manière inattendue. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Presque. Puis quelque chose dans ma poitrine s'est étrangement serré. J'ai répondu doucement. Allô. Silence, puis une respiration. Une respiration irrégulière. Et enfin, la voix de Daniel. Pleurant. De vrais pleurs. Je t'ai vu aujourd'hui, a-t-il murmuré d'une voix rauque. J'ai fermé les yeux lentement. Dehors, la pluie tapait doucement contre la fenêtre de l'hôtel. Je ne pense pas, a-t-il lâché douloureusement, que j'ai jamais compris ce qu'était l'amour. Pendant plusieurs secondes après que Daniel ait parlé, aucun de nous n'a rien dit. J'étais assise sur le bord du lit d'hôtel dans le noir pendant que mes filles dormaient à côté de moi, écoutant le son de mon ex-mari pleurant doucement à l'autre bout du fil. 6 mois plus tôt, j'aurais fait n'importe quoi pour entendre du remords dans sa voix. Maintenant, cela me fatiguait surtout. Tu m'as fait du mal, ai-je dit doucement. Daniel a inspiré en tremblant. Je sais. Non, ai-je murmuré. Je ne pense pas que tu saches. Silence à nouveau. Un silence lourd. Le genre qui s'installe entre deux personnes qui s'aimaient profondément et ne savent plus comment franchir le fossé du mal. Finalement, Daniel a parlé prudemment. Quand je suis parti, sa voix s'est brisée, je me suis convaincu que je méritais quelque chose de plus facile. J'ai regardé les jumelles, dormant paisiblement sous la faible lampe de l'hôtel. La maternité n'était pas facile. Le mariage n'était pas facile. L'amour n'était pas facile. La vraie vie ne l'est jamais. Tu as abandonné tes filles, ai-je dit doucement. Un son douloureux lui a échappé. Je sais. J'ai failli lui claquer au nez à ce moment-là. Presque lui dire que savoir ne suffisait pas. Mais l'épuisement a vaincu la colère. J'ai besoin de dormir, ai-je murmuré. Sarah, attends. J'ai hésité. Puis est venue la phrase que je n'attendais jamais de Daniel Bennett. J'ai honte de l'homme que je suis devenu. Et étrangement, cela sonnait plus honnête que je suis désolé. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé par la fenêtre de l'hôtel couverte de pluie, me demandant comment 2 personnes pouvaient détruire un mariage si lentement qu'elles le remarquaient à peine jusqu'à ce que les ruines soient déjà froides. De retour à Dallas la semaine suivante, la vie est devenue étrangement compliquée. L'interview a explosé en ligne. Les téléspectateurs plus âgés ont particulièrement apprécié les histoires que j'ai racontées sur la solitude, la résilience et la survie silencieuse au chagrin. Les courriels ont inondé la station. Des lettres aussi. De vraies lettres manuscrites. Des veuves, des anciens combattants, des grands-mères élevant leurs petits-enfants, des gens me remerciant de raconter des histoires qui avaient encore une âme. Franck portait fièrement des piles d'entre elles autour de la station comme un grand-père fier. Tu sais quel est ton problème maintenant ? A-t-il plaisanté un après-midi. Quoi ? Tu comptes. J'ai ri maladroitement. Mais en privé, cette attention soudaine m'a submergé. Non pas à cause de la célébrité, mais parce que pour la première fois depuis très longtemps, les gens me voyaient comme plus que la femme abandonnée de quelqu'un. Ils me voyaient comme capable, forte, digne d'être écoutée. Cela m'a autant effrayé que cela m'a guéri. Pendant ce temps, Daniel continuait d'appeler. Au début, je l'ai complètement ignoré. Puis les fleurs ont commencé à arriver. Pas des roses. Daniel savait que je détestais les roses. Des tournesols. Mes préférés depuis l'université. Pas de notes romantiques, juste des messages simples. J'essaie de devenir quelqu'un que nos filles pourront respecter un jour, ou merci d'avoir répondu au téléphone cette nuit-là.
Franck a immédiatement remarqué les fleurs. Oh là là, a-t-il marmonné de manière dramatique. L'idiot a découvert les conséquences. J'ai souri malgré moi. Mais je ne faisais toujours pas confiance à Daniel. Pas même de loin. Parce que les excuses sont faciles quand la culpabilité finit par rattraper quelqu'un. Le changement est plus difficile. Puis un jeudi après-midi, Daniel est apparu de manière inattendue à la clinique pédiatrique pendant le bilan de santé des jumelles. J'ai presque figé quand je l'ai vu debout maladroitement près du bureau de la réception, tenant un éléphant en peluche. Il avait l'air plus mince, fatigué, humain, pas aussi soigné que l'homme sur les photos Instagram de Vanessa, juste triste. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a regardé les jumelles. Puis-je les voir? Mon premier instinct a été de dire non. Protège-toi. Protège-les. Mais ensuite Lily a repéré l'éléphant en peluche et a fait un son de joie aiguë. Le visage de Daniel s'est instantanément froissé, comme s'il n'avait pas réalisé que les bébés pouvaient déjà reconnaître la joie. Je lui ai lentement tendu Lily en premier. Il l'a tenue maladroitement au début, presque terrifiée. Puis elle a attrapé son doigt, et Daniel a commencé à pleurer là, dans la salle d'attente. Pas des sanglots dramatiques, une dévastation silencieuse. J'ai détourné le regard parce que soudain, ma propre poitrine me faisait trop mal. L'infirmière a fait semblant de ne pas remarquer. Les infirmières plus âgées ont vu toutes sortes de chagrins imaginables. Plus tard, dehors sur le parking, Daniel se tenait nerveusement à côté de sa voiture. J'ai rompu avec Vanessa, a-t-il dit doucement. J'ai cligné des yeux. Quand? Il y a 2 semaines. Une partie de moi s'attendait à de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis surtout senti engourdi. Elle a dit que les filles étaient un fardeau, a-t-il admis amèrement, et j'ai réalisé, il a dégluti difficilement, que j'étais devenu le genre d'homme qui laissait quelqu'un parler de mes filles comme si elles étaient incommodantes. Le vent a soufflé doucement sur le parking. La chaleur du Texas persistait même fin octobre. Je n'attends pas de pardon, a poursuivi Daniel prudemment, mais j'essaie de réparer ce que je peux. Je l'ai observé un long moment. Les costumes coûteux avaient disparu. Pas de Rolex, pas d'arrogance polie, juste un homme debout au soleil, enfin forcé de regarder directement les dégâts qu'il avait causés. Pourquoi maintenant, ai-je demandé doucement. Il a répondu immédiatement. Parce que te voir à la télévision m'a fait réaliser quelque chose d'horrible. Quoi? Ses yeux se sont lentement remplis de larmes à nouveau. Tu as survécu au pire moment de ta vie, a-t-il murmuré, et d'une manière ou d'une autre, tu es devenue plus gentille. Moi, je n'ai survécu à rien et je suis devenu cruel. Cette phrase m'a suivi à la maison parce qu'au fond, je savais que c'était vrai. La douleur nous avait changés différemment tous les deux. La mienne m'avait adouci. La sienne l'avait endurci, du moins pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, alors que je filmais un segment dans un centre communautaire pour personnes âgées, j'ai interviewé un veuf âgé nommé Arthur Green, 91 ans, vétéran de la guerre de Corée. Il portait toujours des chaussures cirées tous les jours parce que sa défunte femme le taquinait à propos de ses lacets froissés. Vers la fin de l'interview, Arthur a demandé des nouvelles de mes filles. Puis, d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler de divorce. L'amertume coûte cher, m'a-t-il dit doucement en joignant les mains sur ses genoux. Elle coûte aux gens des décennies qu'ils ne récupèrent pas. Je l'ai écouté en silence. Arthur a souri doucement. Les gens qui nous font du mal ne méritent pas toujours le pardon, a-t-il admis, mais parfois nous pardonnons parce que nous méritons la paix. Cela m'est resté en mémoire. Pas la réconciliation, pas la romance, la paix. 2 semaines avant le premier anniversaire des jumelles, Daniel a appelé pour demander s'il pouvait passer. À contre-cœur, j'ai accepté. Quand il est arrivé, il portait une vieille boîte en carton contre sa poitrine. Pas de fleurs cette fois. Pas de discours, juste un silence nerveux. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé prudemment. Daniel a posé la boîte sur ma table de cuisine. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des bracelets d'hôpital, des impressions d'échographie de bébés, de petits chapeaux tricotés de l'unité de soins intensifs néonatales. Chaque souvenir lié aux jumelles qu'il avait secrètement gardées après son départ. J'ai regardé les objets sans voix. Je n'ai pas pu les jeter, a-t-il admis d'une voix rauque. J'ai essayé. Ma gorge s'est serrée douloureusement.
Puis Daniel m'a regardé, les larmes aux yeux, et a finalement prononcé les mots enfouis sous toutes les excuses. Je me suis détesté chaque jour où je suis resté loin. Les jumelles ont fait leur premier pas 3 jours avant Noël. Toutes les deux ont choisi le chaos. Lily a marché directement dans la table basse tandis qu'Ava s'est cognée aux jambes de Daniel en tenant la moitié d'une banane. Pendant une fraction de seconde, tout le salon s'est figé. Puis les deux bébés ont éclaté en cris indignés identiques. Et d'une manière ou d'une autre, pour la première fois depuis des années, des rires ont rempli la maison au lieu de la tension. De vrais rires. Des rires désordonnés, le genre sur lequel les familles survivent. Daniel a ramassé Ava dans ses bras pendant que je prenais Lily. Et pour un bref et étrange moment, on aurait dit que nous nous tenions dans le fantôme de la vie que nous avions autrefois prévue ensemble. Pas parfaite, pas intacte, mais réelle. C'était devenu important pour moi. Réel. Parce qu'après tout ce que nous avions traversé, je ne faisais plus confiance aux belles illusions. Pas au mariage glamour, pas au bonheur des médias sociaux, pas aux personnes polies qui n'aimaient les autres que lorsque la vie restait facile. Je faisais confiance à la cohérence maintenant. Le genre construit lentement au fil des jours ordinaires. Et à la décharge de Daniel, il a continué à se montrer semaine après semaine, mois après mois. Pas de promesses dramatiques, pas de pression pour le pardon, juste des cadeaux, des rendez-vous pédiatriques, des fêtes d'anniversaire, des courses à la pharmacie tard le soir quand l'une des jumelles développait une otite. Il a appris à maltresser de petites couettes. Il a mémorisé les chansons préférées du coucher. Il a assisté volontairement à des cours de parentalité parce que, selon ses mots, j'ai déjà trop manqué. La guérison ne s'est pas faite d'un coup. Certains jours, je le regardais encore et me souvenais d'être assise seule dans ce salon à signer des papiers de divorce alors que je saignais de l'accouchement. Certaines nuits, je me souvenais du sourire de Vanessa à la télévision, des commentaires cruels de Barbara, de l'humiliation. Ces cicatrices n'ont pas disparu comme par magie parce que Daniel a pleuré ou s'est excusé. Mais lentement, quelque chose d'autre a grandi à côté de la douleur. La perspective. Un après-midi pluvieux après avoir filmé un segment au centre-ville, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Daniel endormi sur le sol à côté du parc des jumelles. Un bébé était recroquevillé de chaque côté de lui. Un livre pour enfants encore ouvert sur sa poitrine. Pendant plusieurs secondes, je suis simplement resté dans l'embrasure de la porte à les regarder. Et soudain, j'ai compris quelque chose de difficile. Les gens sont rarement seulement la pire chose qu'ils aient jamais faite. Daniel avait été égoïste, faible, cruel. Mais quelque part sous tous ces dégâts se trouvait aussi un homme qui essayait désespérément de devenir meilleur que la version de lui-même qu'il détestait maintenant. Cela importait. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour adoucir l'avenir. Pendant ce temps, ma carrière a continué de croître plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Le réseau a étendu mes segments à une émission hebdomadaire nationale mettant en lumière des Américains ordinaires surmontant les difficultés, vétérans, enseignants, veufs, mères célibataires, ouvriers d'usine à la retraite s'occupant silencieusement de conjoints handicapés. Le public s'est profondément connecté aux histoires qui semblaient humaines plutôt que sensationnelles, surtout les téléspectateurs plus âgés. Un dirigeant a admis, vous rappelez aux gens le genre de journalisme qui manque à l'Amérique. Ce compliment signifiait plus pour moi que des prix n'auraient jamais pu le faire parce que mon père disait la même chose. La semaine avant Noël, le réseau m'a demandé d'animer une émission spéciale télévisée pour les fêtes, honorant la résilience quotidienne à travers l'Amérique. J'ai presque dit non. La diffusion nationale me rendait toujours nerveuse, mais Franck a failli avoir une crise cardiaque quand j'ai hésité. Tu as porté des jumelles pendant 9 mois et tu as survécu à l'humiliation publique, a-t-il aboyé. Tu peux survivre au maquilleur. Alors j'ai accepté. La nuit de la diffusion, la neige tombait doucement à l'extérieur du studio de Manhattan tandis que les membres du public remplissaient le théâtre, portant des manteaux et des tasses de café en papier. Dans les coulisses, j'ai ajusté mon microphone avec des doigts tremblants. Daniel était assis dans le public, tenant Ava tandis que Lily dormait contre l'épaule de Franck à 3 sièges de distance. Les voir ensemble m'a presque brisé le cœur de la manière la plus douce possible parce que la famille avait l'air différente maintenant. Moins brillante, plus honnête, et d'une certaine manière plus forte grâce à cela. Juste avant l'antenne, Daniel s'est approché doucement près des rideaux des coulisses. « Tu es nerveuse ?» a-t-il demandé doucement. « Un peu. » Il a souri faiblement. « Tu vas être incroyable. » Des mots simples.
Mais cette fois, il semblait sincère au lieu d'être performatif. Cette différence comptait aussi. Quand les caméras ont tourné, des lumières vives du studio ont inondé la scène tandis qu'une musique de vacances jouait doucement derrière moi. Pendant l'heure suivante, j'ai interviewé des Américains ordinaires surmontant des difficultés extraordinaires avec dignité. Un grand-père élevant ses petits-enfants après que la toxicomanie ait déchiré sa famille. Une infirmière à la retraite faisant du bénévolat dans des refuges pour sans-abri. Une veuve qui passait chaque Noël à cuisiner des repas pour les anciens combattants solitaires. Des histoires d'endurance, de grâce, d'humanité. Vers la fin de l'émission spéciale, le producteur m'a inopinément posé une dernière question en direct à l'antenne. « Sarah, a-t-il dit doucement, après tout ce que vous avez traversé cette année, qu'est-ce qui compte le plus pour vous maintenant ?» Le studio est devenu silencieux. Pendant un instant, j'ai regardé le public, Franck, mes filles, Daniel tenant l'une des jumelles avec précaution contre sa poitrine. Et soudain, la réponse est venue facilement. « L'amour qui reste, ai-je dit doucement. » L'émotion s'est inopinément nouée dans ma gorge. Pas le genre excitant, pas le genre tape à accent grave l'œil. Le genre qui se montre quand la vie devient incommode. Le genre qui s'assied à côté des lits d'hôpital, change des couches à 3 heures du matin, pardonne honnêtement et continue de choisir les gens même après la déception. Le public est devenu complètement silencieux. J'ai souri faiblement à travers mes larmes. Je pensais que le succès guérirait le chagrin, ai-je admis, mais il s'avère que la guérison vient de gens ordinaires qui s'aiment constamment. Quand l'émission a pris fin, des applaudissements ont rempli le studio. En coulisses après, Daniel s'est approché lentement en tenant Ava endormie contre son épaule. « Tu es devenue la femme que j'aurais dû protéger depuis le début », a-t-il murmuré. Des larmes m'ont brûlé les yeux immédiatement. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes de chagrin, de pardon, d'acceptation. La vie ne s'était pas déroulée comme nous l'avions imaginé. Certaines choses étaient définitivement brisées. Mais certaines choses brisées ont quand même appris à redevenir belles. Et peut-être que c'était suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur ce soir, j'espère qu'elle vous rappellera que le véritable amour ne se mesure pas par des moments parfaits, mais par qui reste à vos côtés quand la vie devient difficile. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir, de guérison ou d'un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur que vos pires erreurs. Et si les histoires de résilience, de famille, de pardon et de seconde chance vous tiennent toujours à cœur, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour un autre voyage. Fin.